Pas m'appesantir sur les vœux, bien entendu, qu'on se souhaite tous bonne année. Tous nos adhérents ont d'ailleurs reçu le courrier de René, je disais déjà. Et je crois que dans la période actuelle, on a besoin d'avoir des vœux et d'être réconforté. L'actualité de Jaurès, on la voit tous les jours. Hein. Il faut rappeler qu'en 1910, Jaurès s'est battu pour faire passer la loi sur les retraites, la première loi sur les retraites. Ça n'a pas été facile parce qu'une partie de ses camarades socialistes étaient contre, l'idée c'était c'est la retraite pour les morts, ça vaut pas le coup de se battre pour ça. Ça aurait les justifier, et d'ailleurs peut-être qu'on fasse une séance là-dessus. Mais enfin, aujourd'hui, donc, nous avons une séance, je dirais, plutôt d'intimité avec Jaurès. Et il faut de temps en temps retrouver l'homme de chair et de sang qui était Jean Jaurès, pour mesurer l'impact qu'il pouvait avoir, un impact affectif qui allait au-delà des idées politiques qu'il défendait et qui, en même temps, soutenait ces idées, puisque c'est en le regardant vivre que le public, que ses électeurs, que les citoyens pouvaient en même temps partager l'idéal socialiste qu'il a toujours porté, qu'il a porté en tout cas de façon, lui-même dit qu'il a toujours porté, mais différemment avant 1890, 92, mais il a toujours porté, et je crois que c'était une opportunité, un privilège pour nous de pouvoir inviter M. Bruno Bousquet, qui est élu de la petite bourgade de Villefranche, pas si petite que ça d'ailleurs, on savez combien d'habitants? 1200, bon, dans les environs de la ville, Villefranche-dans-le-Bigeois, où se trouve ce que parfois on appelle dans le pays le château de Jaurès, mais ce n'est pas un château, ça il peut expliquer. C'était la maison de vacances de Jaurès, et il a vécu de nombreux mois, nombreuses semaines, de nombreux mois avec sa famille, et donc en focalisant peut-être un peu plus sur son fils, il avait un fils, M. Bousquet nous l'expliquera, Louis Jaurès, dont le destin tragique, il a été tué à la guerre, est évidemment très émouvant, mais là aussi, il faut peut-être essayer de voir ce qu'il avait vécu avant, ce qu'il a porté aussi comme élan de vie, comme valeur et comme partage d'une vie, je dirais, ordinaire. Et c'était aussi des hommes du pays, des hommes d'ici, et cela nous émeut beaucoup. Et je crois que de temps en temps, ce n'est pas inutile de faire passer un peu de nostalgie, mais pas dans la nostalgie, je dirais, mauvaise, enfin, qui serait uniquement tournée vers le passé, mais retrouver un contact réel avec ces Jaurès qui nous inspirent et qui nous animent encore aujourd'hui. Alors, en prélude, Rémi Casal, notre ami, va présenter une photo célèbre de Louis Jaurès, qui est souvent passé, mais bon, dans le fond, c'est assez émouvant de voir qu'on confondrait les deux, Louis et Jean. Mais en même temps, c'est une leçon de rigueur historique que va nous donner Rémi, en nous montrant que, bon, Louis n'est pas Jean, Jean n'est pas Louis, et il n'y a pas de raison de faire passer l'un pour l'autre, même si leurs liens sont extrêmement forts, et pour bien des raisons que nous expliquera ensuite M. Bousquet. Merci de votre attention, et la parole est à Rémi Casal. Merci, merci Monsieur le Président, merci à vous d'être présent. Quand j'ai su que cette séance Café Jaurès était en grande partie consacrée au fils de Jean Jaurès, Louis Jaurès, j'ai demandé au bureau de m'accorder 10 minutes pour aborder un problème de méthodologie. Ce n'est pas une grande information, mais c'est un problème de remettre les choses un petit peu à leur place. Alors, le point de départ de tout ça, c'est cette photo que vous avez là, qui figurait à la grande exposition Jaurès aux Archives nationales. Vous avez là, à gauche, le portail d'entrée de l'ancien et toujours grand lieu des Archives nationales, où avait lieu en 2014, l'année, enfin, le centenaire de l'assassinat de Jaurès, une grande exposition sur Jaurès. J'ai visité cette exposition en compagnie de Gilles Candard, dont on a parlé tout à l'heure et que vous connaissez très bien, et en arrivant devant cette photo
je vois sous la photo la légende Jean Jaurès adolescent. Bon, alors je dis à Gilles, non, c'est pas Jean Jaurès, c'est son fils Louis. Il me dit, ah, non, 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 c'est Jean Jaurès. La preuve, c'est qu'au musée de Montreuil, cette photo, le musée de Montreuil, c'est un des grands musées où Jaurès a beaucoup de place. Donc, sous cette photo, il y a bien la légende Jean Jaurès adolescent. Je lui dis, non, c'est pas vrai, c'est lui, et on va le montrer. Dans le catalogue de l'exposition, qui est là, et donc vous avez la couverture représentée à gauche, on retrouve la photo avec une légende absolument scandaleuse que je vous ai scannée, donc c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est scanné directement sur l'original. Hein. Jaurès adolescent, une rare photographie de Jaurès jeune, vers 1865, totalement imbécile, puisque Jean Jaurès est né en 1859, il aurait donc 6 ans sur cette photo. Il me semble que celui qui a écrit cette légende aurait dû faire un peu attention. Adolescent, imberbe et blond, bon, déjà ça commence à être un peu du n'importe quoi, et puis alors on tombe franchement dans le ridicule, avec la suite, avant le début d'embonpoint causé par son solide appétit et de longues études. Bon, c'est vrai que Jean Jaurès avait un certain embonpoint et un solide appétit, mais je ne vois pas le rapport avec cette photo. Donc là, vraiment, ça va très 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 mal. Et oui, pour un ouvrage de cette qualité, c'est tout à fait dommage. Alors quand même, on va le démontrer que ce n'est pas Jean Jaurès, mais que c'est Louis Jaurès. Vous avez la photo du jeune homme, la photo qui nous pose problème là à gauche, et donc je dis moi que c'est le fils Louis Jaurès, et à droite vous avez le groupe des élèves de l'école normale supérieure, avec Jaurès assis le deuxième en partant de la gauche. Donc vous voyez déjà que pour l'aspect physique, la coupe des cheveux, c'est pas du tout, il y a évidemment une ressemblance, mais enfin c'est pas du tout au même âge, hein, c'est pas du tout la photo du fils. Et puis vous regardez un petit peu aussi la mode de l'époque, hein, il y a une mode 1880, 1880, et puis il y a une mode 1910-1912, c'est tout à fait différent, donc il est clair que ce n'est pas Jean Jaurès. Au passage sur la photo du groupe, vous avez tout à fait à l'extrême droite debout le futur philosophe Bergson, hein, qui était un condisciple de Jaurès. Et enfin, 2 photos de Louis Jaurès en civil, jeune homme, et 2 ans après certainement dans l'armée, et vous voyez bien que c'est bien la même personne. Bon, ce sont des preuves déjà suffisantes, mais je dois ajouter que Jean-Baptiste Alba, le directeur du musée Jean Jaurès de Castres, a trouvé la collection de photos dans laquelle il y a effectivement, à la même époque de la photo de Louis Jaurès, son père Jean, et donc il n'y a plus aucun doute, c'est bien la photo de Louis Jaurès. Alors vous allez me dire, mais on le trouve dans le catalogue de l'exposition. Rémi Pêche m'apporte ce livre où, une fois de plus, on nous dit c'est la photo de Jean Jaurès. Les archives du Tarn ont fait également une publication avec c'est la photo de Jean Jaurès. Mais moi, ma conclusion, c'est de dire qu'une erreur, même répétée 10 fois, c'est une erreur. Il faut savoir dire non. Bon, et bien maintenant la parole est à Bruno Bousquet, de Villefranche. J'espère qu'on va m'entendre. Il faut s'avancer un peu plus, voilà. Donc moi, c'est la première fois que je parle en public, pour être
transparent, donc il faudra être très indulgent avec moi. Je connais Jean Jaurès de quand j'étais petit à l'école, hein, on en parlait. Je ne suis pas originaire de Villefranche, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Laconne dans le Tarn. Et mon épouse est originaire de Villefranche-d'Albigeois. Je me suis marié avec elle, donc c'est mon épouse. Et à partir de là, on a voyagé un peu dans l'Occitanie, on est revenu habiter à Villefranche. Et elle a voulu acheter une maison. Il se trouve que cette maison est à 1 km de Bessoulette. Mais jusque-là, c'est une maison qui est à l'abandon, donc il n'y avait pas spécialement d'affection même pour cette maison, pour rien. Je faisais ma vie normale comme tout le monde, une vie active, et je me suis retrouvé un jour par le hasard il y a eu des démissions au conseil municipal, puis tout le monde a été démissionné par le préfet, et il y a eu des élections. À ces élections, la liste où j'étais a été élue. Donc moi j'étais un simple conseiller en bout de table lors de la première réunion, et c'est là où démarre toute l'histoire. Alors ça choque peut-être un peu tout le monde comment ça démarre, mais ça démarre vraiment comme ça. Donc mon histoire avec Louis, vous me permettrez de l'appeler ainsi, elle a démarré donc en octobre 2016, lors de mon premier conseil municipal, quand j'ai pris place autour de la table des délibérations. J'ai été intrigué par la plaque accrochée au mur derrière moi. J'avais été placé là par hasard, et il n'en fallait pas plus pour éveiller ma curiosité. Le soir même, en rentrant, j'ai démarré des recherches sur le pourquoi cette plaque et pourquoi ici. Qui était ce Louis Jaurès? J'avais plusieurs indices, car la plaque qui est ici, donc je suis assis devant elle au conseil municipal, indique à la mémoire de Jaurès Louis, aspirant au 10e bataillon de chasseurs à pied, mort pour la France à Pernan, dans l'Aisne, le 3 juin 1918, à l'âge de 19 ans, regret éternel, et offert par Claude Panis. Donc voilà, le soir je rentre et j'étais perturbé, pour être très transparent, et je dis à tout le monde c'est quoi cette plaque, et autour de cette table du conseil municipal, c'était que des nouveaux élus, il n'y en avait aucun qui était élu d'avant. Et là, tout le monde dit Jaurès, ça doit avoir un lien avec Bessoullet, mais pas plus. Deux personnes interrogent avec le smartphone et disent ah ben Louis Jaurès c'était le frère de Jean Jaurès, il a dû faire quelque chose pour Villefranche et on lui a mis une plaque. Et ça s'arrête comme ça. Donc moi je rentre chez moi et là je dis il faut que je sache pourquoi je suis devant cette plaque. Sachant que je travaille dans la banque à ce moment-là, je ne suis pas du tout historien, mais après j'ai un défaut, c'est que quand je démarre à faire quelque chose, la dame qui m'accompagne vous le dira, c'est je vais jusqu'au bout. Il m'a fallu aller jusqu'à faire un petit ouvrage sur Louis Jaurès. Il m'a fallu inviter Rémi Casal, Rémi Pech, Gilles Candard, tout ce que la France avait de jaurétiens expérimentés pour être là à Villefranche pour le centenaire de son décès. Vous voyez, donc d'une plaque, on est arrivé à faire un petit truc, mais au final à Villefranche, les gens ils n'ont pas trop adhéré à ça. Parce que c'est Jaurès, puis c'est dépassé, c'est loin, c'était il y a un moment. Donc là, je vous ai un peu résumé ce qu'il en était, et ce qui m'a choqué, c'est que c'est pas parce qu'il y avait une plaque apposée dans la salle du conseil municipal que la mémoire a perdure. Et je me dis, au final, ce que je reproche aux gens qui ont pu mettre cette plaque, c'est qu'ils n'aient pas mis avec la plaque un petit écriteau, quelque chose qui explique qui était ce Louis Jaurès. Parce que cette plaque, elle a une histoire. Et personne ne la sait trop. L'histoire de cette plaque, c'est Madame Jaurès qui l'a fait faire, cette plaque. C'est elle qui a fait cette plaque. Et cette plaque, elle a dormi dans sa chambre jusqu'à sa mort. Elle l'avait avec elle. Et quand elle est morte, c'est Madeleine qui a pris la plaque. Et quand Madeleine elle est morte en 1951, c'est les gens qui se sont partagés le mobilier de Bessoullet qui ont récupéré la plaque. Et ce monsieur, cette plaque, quand il l'a eu, il l'a gardée pendant quasiment 50 ans. Aujourd'hui, il est âgé, il habite à Toulouse. Et il m'a dit, elle n'était pas à moi cette plaque. Il fallait l'amener à Villefranche. Mais à Villefranche, il n'y a pas de socialiste. À Villefranche, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Elle n'intéressait personne, cette plaque. Alors il est arrivé, il l'a fait mettre sur un petit poteau, sur une petite plaque en bois, avec son nom. Il a dit, comme je suis originaire du village, moi aussi, peut-être qu'ils laisseront la plaque. Et on a laissé la plaque. Et la plaque, elle a été mise au mur. Mais il manque l'explication de la plaque. Après, dans le village, il y a
Il y a des petits souvenirs partout de la famille Jaurès. L'autre jour, je suis allé chez des gens et la dame, elle me dit vous n'êtes pas venu par hasard? J'ai dit oui, je voulais voir la table de Jean Jaurès quand même, la table de la salle à manger. Donc elle me montre la table de la salle à manger. Une autre, elle me montre la chaise. Dans une autre maison, ils ont les petits médaillons, je les ai eus souvent à la maison, je les ai rendus maintenant. C'est les petits médaillons de Louise et de Jean qu'ils avaient chacun sur leur table de chevet. Et quand ils voyageaient, ils avaient la photo de l'un et de l'autre. C'est des petits médaillons. Ils sont dans une famille dans le village. C'est toutes ces petites choses qui font... Après, il y en a qui diront c'est bête, c'est que des objets, c'est pas de la pensée. Mais à Villefranche, c'est un peu ça qui vit, qui fait vivre Jean Jaurès. C'est affectif. Donc voilà, donc l'histoire villefranchoise que j'ai découverte, c'était, il s'appelle Louis Jaurès, de son nom complet, il s'appelle Paul-Auguste-Marie Louis Jaurès. Il n'était autre que le fils cadet de Jean Jaurès. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter évidemment Jean Jaurès, hein. Mais sachez que pour les habitants de Villefranche, ce personnage, ce qu'ils en pensent, ça pourrait vraiment vous étonner, à l'époque même. Ils n'ont pas la vie qu'avaient les autres Français. Eux, ils le voyaient en tant que petit bonhomme qui venait pour les vacances ou autre, mais ils n'en avaient peut-être pas une autre opinion. C'est ce qu'on a dans les différents documents que j'ai pu lire, et même dans le journal intime de Madame Jaurès, et quand elle raconte, pour Villefranche, ils sont un peu des étrangers, pourtant elle est de là. Donc voilà ce qu'il y a. Et les Villefranchois ont réellement connu Jean Jaurès qu'après son union en 1886, quand il épouse la petite Louise Bois, qui n'était pourtant pas petite, mais justement plutôt de grande taille. On va la voir en photo tout à l'heure. Cette dernière, elle est Villefranchoise de cœur, car sa mère, Marie-Philippine Gisclard, épouse Bois, appartient à une famille très aisée de la ville de Villefranche, qui sont les Gisclard et les Thierry. Ils résident sur une des grandes places du village, sur la place du Foirail, en haut du village, depuis environ le XVIIe siècle. Ils ont vraiment, il y a un château à Villefranche à cette époque-là, mais après, eux, ils habitent vraiment la jolie maison quand même. Donc, le petit Louis, que son papa appelait Loulou, et après, il y a une histoire où Louis mettait à l'amende de son papa quand il l'appelait Loulou, et on le voit dans les documents de Madame Jaurès également, où elle indique que Louis ne supporte pas ce petit don affectif, surtout en public. Louis reste encore peu connu du grand public. Il n'a pas eu droit, comme sa sœur aînée, Madeleine, aux caricatures de la presse nationale. Pour la petite histoire, que vous devez connaître, je n'en doute, j'en suis certaine, Madeleine Jaurès, que ses parents appellent familièrement Malou, a fait sa première communion le 7 juillet 1901 à Villefranche-de-Dijoix, sous un magnifique soleil de début d'été, déclenchant dans la presse de tumultueuses polémiques qui allaient avoir un retentissement national. Cette cérémonie fut commentée, analysée, moquée par les journaux locaux, régionaux, nationaux et même internationaux. Une série de cartes postales humoristiques a même été faite. À cette circonstance, nombreux étaient les adversaires politiques et même les amis de Jean Jaurès qui ne comprenaient pas comment le tribun rationaliste et promoteur de la laïcité avait pu laisser sa fille Madeleine faire sa première communion. Après avoir suivi une préparation chez les bonnes sœurs au couvent de Bénèche. Pour vous expliquer, en haut du village, il y a la famille Gisclard, les arrière-grands-parents et grands-parents, il y a le village, il y a Bénèche, c'est le couvent des bonnes sœurs à cette époque-là, il y a tout un legs autour de ce dossier-là, et après, en continuant la route, on arrive à la propriété de Bessoulette. Et donc, Louise Jaurès, née Bois, mais petite fille Gisclard, avait décidé qu'elle ferait la communion à Villefranche comme elle. Il se trouve qu'elle prétexte à Paris que Louise est malade, que Madeleine est malade et qu'il faut descendre plus tôt. Donc ils arrivent au 15 juin à peu près, dans les documents que j'ai retrouvés dans le journal, à Villefranche. Et à partir de là, elle organise tout avec sa grand-mère. Donc l'arrière-grand-mère de Madeleine. Et le petit, on en reparlera tout à l'heure, Martin. Martin, c'est le petit chauffeur de du petit âne et de la petite calèche qui traîne mal la famille Jaurès partout. Il n'y a pas encore le train. Il arrive qu'en 1910 à Villefranche. Donc Madeleine, le matin, est réveillée aux aurores, part dans la petite calèche, va chez les bonnes sœurs faire son catéchisme, parce qu'il y a un examen à passer à cette époque-là pour le catéchisme, pour pouvoir faire sa communion. Et habituellement, dans les autres villages du département, c'est souvent à l'église ou à côté de l'église. Mais Villefranche, l'église a été rasée
il y a 4-5 ans qu'elle a été reconstruite. Il n'y a réellement pas encore de nouvelle salle qui a été dédiée à ça. La salle ne sera réellement reconstruite qu'en 1926. Et donc tout se passe à Bénèche avec les bonnes sœurs. Mais sans les bonnes sœurs en réalité. C'est le curé qui vient vraiment faire la formation. Et donc il s'occupe d'elle. Et le curé aura la faiblesse, entre guillemets, quand la presse nationale l'interroge, il répond à la presse nationale en expliquant qu'elle a été assidue, qu'elle a été très capable et qu'on ne peut être que très fier d'elle, que tout s'est bien passé. Donc, on sait même que ce jour-là, donc il fait beau, que Jaurès va à l'église et assiste à cette messe, mais c'est rien de choquant en fait pour Villefranche, il va à la messe à Villefranche. On est qu'en 1901. La séparation de l'Église et l'État, c'est qu'en 1904-1905. Donc, on connaît également le menu ce jour-là, c'était des écrevisses du petit ruisseau de Lassou, qui est le ruisseau que possède la famille Jaurès à Bessoulé, c'est leur petit ruisseau. Après, ils mettent des volailles de la Chifoulier, qui est leur métairie, qu'à Madame Jaurès. Avec Jean Jaurès, elle est à eux. Et après, ils font un petit rocher de choux chez le pâtissier du coin, qui est quasiment à côté de la propriété. Et le repas se passe chez les grands-parents. Alors, je ne suis pas allé dans le bon sens. Voilà la photo de la communion. Donc là, vous pouvez voir Madame Jaurès habillée de blanc. Vous pouvez voir Madeleine au centre. La dame en noir, c'est la maman de Madame Jaurès, qui est Madame Bois, qui est veuve depuis 1 an et demi. Et ensuite, vous voyez Madame Thierry, ou Madame Gisclard, épouse, qui est l'arrière-grand-mère. Donc voilà, c'est dans le petit jardin de chez l'arrière-grand-mère. Donc voilà. Et oui, il y a une autre photo, il y a une génération de plus. Elle existe aussi. Donc voilà le portrait de famille. Et donc voilà, et donc le curé de la paroisse, je me suis un peu embrouillé, il a répondu, c'était au journal L'Aurore. Donc, enfin voilà pour le passage de la communion. Donc pour revenir à l'intéressé du jour qui est Louis, Louis, sa vie démarre dans un hôtel de préfecture, comme l'indique son acte de naissance. Donc, vous pouvez voir en bas la signature de Jean Jaurès. Donc, il est né le 27 août 1998, à 4 h du soir. Et donc Jean Jaurès, à cette époque-là, il n'est plus député, il avait été battu, et il a simplement indiqué en profession qu'il est agrégé de l'université. Donc vous pourriez vous poser la question de pourquoi Louis Jaurès naît à Nontron. Alors il naît à Nontron parce que son grand-père, donc le père de sa mère, est le sous-préfet de Nontron. Je vais vous passer tous les épisodes où Jean Jaurès avait fait une lettre au ministre de l'époque pour que son beau-père, qui était fromager sur les étals du marché couvert à Albi, devienne sous-préfet. Il a été sous-préfet à Saint-Pons, ça ne s'est pas très bien passé. Il a été sous-préfet à Nariège, ça ne s'est pas très bien passé. Et au final, à Nontron, tout se passait bien. Donc voilà, donc Louise ayant fait une fausse couche 4 ans avant, s'est retrouvée à aller finir la fin de sa grossesse, entourée de sa mère, donc à l'hôtel de la sous-préfecture de Nontron, où son père était sous-préfet. Voilà. Donc ensuite, là c'est une autre photo qu'on a à Bessoulé. Donc sur la photo, je vous ai agrandi quand on voit Louis sur les épaules de son papa, donc de Jean Jaurès. Donc en dessous, il y a un garçon, c'est les deux garçons qu'on voit, c'est des cousins de Madame Jaurès. Au-dessus de Madame Jaurès sur l'épaule, c'est Madame Gisclard, ou Madame Esquila. C'est la sœur de Madame Jaurès. Et la dame qui est entre Madame Jaurès et son cousin, je ne sais pas qui c'est. Et son mari doit être caché derrière Jean Jaurès, parce qu'on voit sa main au-dessus de l'épaule de Jean Jaurès qui tient Louis sur la photo. Non, c'est pas la main de Jaurès. C'est la main de quelqu'un derrière qui le tient. Non, il ne peut pas tenir le... Et Madeleine, elle est avec le chien. Et Madeleine, voilà, elle est avec le chien. Voilà, et à côté, la dame, c'est Lily Esquila, à côté, qui touche aussi le chien. Et c'est aussi une chose tragique.
Elle décédera peu de temps après toute la famille Jaurès, parce que tout le monde va être décimé avec la guerre, alors entre guillemets. Et elle fera tout pour retrouver son cousin et pour pas que Madame Jaurès soit seule. Voilà, parce que après il y a une brouille avec Madeleine. Et voilà, je vais la raconter, c'est une petite anecdote qui se raconte à Villefranche et qui est vraie, hein, c'est pas... Elle est consignée par des gens dans des petits cahiers. Quand Jean Jaurès il était à Villefranche, c'était pas le Jean Jaurès député, c'était pas le Jean Jaurès ou le grand tribun que tout le monde connaissait. Le personnel de maison qu'avait la famille Jaurès, parce qu'ils avaient du personnel de maison à Villefranche, tant à Bessoulet, tant qu'à la maison du village, ils jouaient à quatre pattes avec eux sur le plancher des vaches. Ils s'amusaient comme un papa s'amuse avec des enfants à notre époque, mais lui il était un peu précurseur. Je ne sais pas si tout le monde le faisait à son époque-là. Et le personnel de la maison était choqué de le voir s'amuser autant avec ses enfants et d'être aussi papa gâteau à jouer avec eux. Voilà ce qu'on peut dire sur quand il venait à Villefranche. Ici, on peut voir une autre photo. C'est donc Madame Jaurès qui est en deuil. Son papa vient de décéder. Et Louis est avec une dame donc, qui s'occupe de lui. Donc c'est devant la porte de Bessoulet. Hein. Pareil, ça c'est des photos qui ont été retrouvées dans différentes maisons dans le village, où tout le monde garde des petites reliques de la famille Jaurès. Donc après, vous pourriez vous poser la question de comment vous le dire, comment tout ceci nous est arrivé, comment on a pu avoir tous ces éléments. Donc les anecdotes et récits que nous connaissons sur Louis, lors de ses séjours à Villefranche, viennent en très très grande partie de la fille cadette du couple Pujol, instituteur à Villefranche, et amie de la famille Jaurès. Donc c'est Luce Flourens, qui est la fille de monsieur et madame Pujol, les instituteurs de Villefranche, qui a partagé de très grands et de nombreux moments de vie intime avec la famille Jaurès, qui raconte ces événements. Eux, ils sont arrivés, le couple Pujol, en octobre 1903, et ils ont gardé ce double poste jusqu'à leur retraite en 1929. Ils sont l'archétype des hussards noirs de la République, passionnément attachés à l'école laïque, sachant attirer par leur pédagogie et leur dévouement un nombre croissant de petits paysans, malgré la concurrence ardente et sans scrupules de l'enseignement privé, comme le relate un de leurs supérieurs. On a, pareil, je vous ai dit tout à l'heure, je vais jusqu'au bout de tout, on a repris tous les dossiers année par année du couple Jaurès pour comprendre comment ils fonctionnaient et comment l'administration les côtoyait. Donc, enfin, comment ils étaient analysés. Et le couple Pujol, les parents de Luce, ils avaient créé une cantine scolaire et ils payaient à leurs frais la cantine. Ils avaient également créé des livres de prix qu'ils payaient sur leur denier public. Et, enfin, ils étaient vraiment pour une instruction au niveau des enfants. Et pendant les vacances, donc, ils faisaient travailler les enfants Jaurès, Madeleine et Louis. Donc Louis, lui, il avait droit aux cours de botanique et d'algèbre, parce que son père l'avait décidé comme ça. Et en l'absence de Jean Jaurès, souvent retenu par ses obligations politiques, Jean Pujol assumait auprès de lui un rôle masculin, voire un peu paternel. Le fils aîné du couple Pujol, René, qui deviendra également professeur, était le copain de Villefranche de Louis. Luce a assisté donc à de très nombreuses conversations entre le tribun donc, et son papa, le maître d'école. Et elle aime à raconter dans les documents qu'elle a écrits que son papa a participé via Jean Jaurès à la lettre aux instituteurs. Après, ce n'est qu'elle qui le dit. Hein. Luce également raconte les confidences que Jean Jaurès faisait à son père et où elle assistait. Et il confiait tout le temps à son père les inquiétudes qu'il avait. Il disait quel terrible engrenage que cette politique. C'est pourquoi jalousement je tiens Louis à l'écart de mes activités. Il partage mon idéal, c'est l'essentiel. Après, il dit un jour que c'est plus pathétique, mais il a un geste familier envers son père et il lui dit « Vous, mon cher ami, que Louis aime et admire, vous qui depuis 20 ans façonnez ces fils de paysans et d'humbles artisans, aidez-moi à faire de mon garçon l'homme libre, fort et généreux dont j'ai rêvé pour lui. Comme tout père, il souhaitait ce qu'il y a de mieux pour son petit loulou. »
Luce Pujol sera également, elle aussi, enseignante à Villefranche à partir de 1923. Après, dans les écrits qu'elle a fait, elle a écrit des nouvelles, et elle se présente un peu comme la petite amie de Louis. Ils avaient cette relation, elle était enfant, lui il venait de Paris, ils avaient 3 ans d'écart d'âge. Donc voilà, après ça ne l'engage qu'à elle, hein. Et elle explique les premiers émois d'adolescent qu'elle a avec lui. Alors après, je ne sais pas au niveau du timing comment on fait. Il y a plusieurs, mettons, plusieurs petites histoires qu'elle raconte. Il y a l'histoire de la chenille et du papillon, où entre guillemets, elle arrive à Bessoulé, Louis est dans le potager, il a trouvé une petite chenille papillon, et il ne sait pas ce que c'est trop, il l'amène à son père, et Jean Jaurès lui dit, je ne sais pas, qu'est-ce que ça doit être, demandons à monsieur l'instituteur, et là l'instituteur lui dit, j'ai perdu le nom tellement qu'il est technique, il lui dit, c'est une... J'ai perdu le nom. Un lépidoptère. Voilà. Et alors je vais vous dire ce qu'a dit Jean Jaurès à ce moment-là. Il a dit quel puits de science c'est maître d'école. J'ai souvent conscience de mes lacunes. Voilà. C'était pas prévu, mais on a dit c'est ça. Voilà. Et il a dit ça va devenir un magnifique papillon. Et voilà, il faut le laisser partir. Voilà ce que c'était. Ensuite, dans les petites anecdotes qu'elle raconte, c'est que des anecdotes, on peut raconter celle de la dinde de Noël. Ah oui, oui, c'est parce qu'elle est chouette. Celle-là, la Piotto. La Piotto. Elle le met, c'est la Piotto. Donc on va se dire quelque chose, ils viennent passer leur dernier Noël. Enfin, c'était pas le dernier Noël, ça se trouve que c'est le dernier Noël. Le 24 décembre 1913. Donc tout le monde est à Bessoulette, vient passer Noël. Donc à Bessoulette, il y a monsieur et madame Jaurès, la maman, la veuve donc de madame Jaurès, et il y a la veuve Bois. Veuve Bois, pardon, et il y a Louis. Il n'y a pas Madeleine. Il y a déjà une brouille entre les parents, Madeleine ne fait plus partie de tout ça. Et là, pour égayer ce repas, Jean Jaurès a l'idée de dire on va passer une super soirée, un bon réveillon. Ils ne sont pas allés à la messe. Hein. Ils sont allés, ils ont invité l'instituteur à venir manger. Donc l'instituteur est venu manger avec ses enfants. L'institutrice n'est pas venue, elle, mais ils sont venus. Et donc ils sont arrivés un peu essoufflés. Eux, ils n'avaient pas de voiture pour les conduire. Ils ont fait les 3 km à pied. Hein? Oui, c'est loin, il y a 3 km. Hein. 3 km. Ils arrivent à pied pour faire ce repas. Ils se mettent à discuter, ils amènent, on en parlera tout à l'heure de la carabine, les 2 garçons s'amusent, il y a les 2 magnifiques Voltaires devant la cheminée, donc c'est des Voltaires verts, cousus, enfin qui sont... J'ai pas mis la photo des Voltaires, mais devant cette cheminée, je m'y suis assis dans ces fauteuils, et je me sentais être assis dans le fauteuil de Jean Jaurès. Donc ils s'assoient, madame Bois et madame Jaurès sont dans les fauteuils. Monsieur Jaurès discute avec monsieur Pujol. C'est le moment de passer à table, on passe à table. Alors là, c'est pas une cuisinière qui amène la dinde, mais c'est Louis qui va chercher la dinde. Louis amène cette magnifique dinde, la pose sur la table. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rentre dans la pièce une invitée surprise, c'est Diane. Diane, c'est la petite chienne, entre guillemets, mais pas des Jaurès, des Pujol. Elle arrive, elle a fait les 3 km à pied, tout essoufflé, elle a dû taper, elle rentre. Donc on la fait rentrer, l'instituteur est très gêné. La chienne s'invite à manger et il essaye de lui dire de partir. Jean Jaurès dit non, 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 on la garde, il n'y a pas de souci, elle restera avec nous, pas de problème, vous la reprendrez tout à l'heure. Donc tout le monde se met autour de la table, se met à manger. Jean Jaurès, alors là je vais prendre le terme exact que nous dit Luce. Il essaie de découper la dinde. Et alors oui, il essaie de découper la dinde en maître du logis. Accompli, Jaurès s'attaque au découpage. Là, il faut découper un poulet, c'est quelque chose, alors découper une dinde, c'est un peu plus compliqué. Il saisit la patte de la volaille, qu'il arrive gauchement à détacher, s'octroyant cuisse et entre-cuisse dans son assiette. Il pense se simplifier la tâche, mais conscient de sa maladresse,
Il cède à M. Pujol le soin de continuer. Très à l'aise, lui s'explique que mon père découpe adroitement la succulente pièce, puis dispose avec art morceaux et marrons, se voyant ajouter un nouveau galon à son titre familier de maître d'école. Là, Jean Jaurès, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'il dit, alors que tous les convives savourent leur part, Jaurès debout, tenant à la main donc le pilon, tel un goupillon bénisseur, s'écrie de manière lyrique. Notre bon roi Henri voulait que chaque famille puisse mettre tous les dimanches la poule au pot. Eh bien moi, je veux que mon verrier d'Albi, comme mon mineur de Carmaux, puisse mettre sur leur table la dinde pour Noël, les mettant de ce fait à égalité avec l'affreux bourgeois que je suis. La tirade achevée dans les rires et applaudissements, Jean Jaurès se raidit. Son bras retombe et la cuisse de la succulente piote que l'orateur avait toujours au bout de ses doigts vient effleurer le museau de Diane, qui se garde bien de refuser le choix tombé du ciel. Mi-gêné, mi-amusé, mon père propose de chasser une nouvelle fois notre chienne, mais le tribun s'écrie, secoué par un bon rire, « Bravo Diane, tu as montré avec l'empressement joyeux, ces maudits de la terre fêteront les nouveaux temps libérateurs. » C'est sur ces belles paroles que nous terminâmes le repas. Ensuite, il y a l'autre anecdote, c'est pendant les vacances. Louis est adorable, il a à peu près 14-15 ans, il vient pour passer les vacances, donc il part avec Martin, avec la petite calèche au village, il va acheter le pain, les miches pour les régisseurs, les métayers. Quand il passe, il salue les paysans, il s'arrête, il discute, il est avec ce petit âne. Ils n'avaient pas de four à Bessoulette. Non, ils n'avaient pas de four à Bessoulette. C'est déjà une évolution. Il n'y avait pas de four à Bessoulette. Par contre, j'ai pas pensé à le dire, mais faites-moi penser aux Romains avec Bessoulette. Parce que j'ai trouvé quelque chose. Je ne savais pas que Jean Jaurès était fanatique d'archéologie. Ah oui. Et il avait fait des fouilles à Bessoulette et il avait trouvé des amphores romaines. Et j'ai trouvé ça dernièrement. Et c'est stocké à la ville d'Albi. Il faut faire un article. Non, il faut toujours faire des articles. C'est le seul. Non, c'est Donc, bien. Donc au final, je continue ma petite histoire avec, donc il part au village, il revient, et quand il revenait, Martin lui disait, les petits Pujols, là, Luce et René, ils sont au ruisseau, à la soue chez vous, vous devriez aller les rejoindre pour aller un petit peu à la pêche. Donc Louis s'arrêtait, il allait à la pêche, dès qu'il arrivait, il était grand, blond, les yeux bleus, Luce, elle l'adorait. Luce lui donnait immédiatement sa canne à pêche. Et là, ils se mettaient à pêcher les deux et à les admirer. Et quand ils sentaient que midi approchait, ils disaient « Bon, il faut que je vous laisse, je dois rentrer. » Et tout le temps, ils insistaient, mais jamais ils voulaient. Et un jour, il leur dit « Ben, je reste. » Et lui se lui dit « Mais pourquoi tu restes ?» Il dit « Parce qu'à chaque fois que je viens, je regarde avant ce que vous avez dans le panier à provisions, et aujourd'hui, il y en a pour 3, donc je peux rester. » C'est assez... c'est raconté comme ça, vous vous souvenez de l'anecdote. Donc voilà. Ensuite, ça c'était les vacances heureuses. Puis, il y a eu le 31 juillet 1914. Jean Jaurès est assassiné. Louis n'est pas à Bessoullet. Louis, il est dans le Var. Il est en vacances dans un camp. Donc, il regagne immédiatement Paris. Et on le verra. Alors, je ne suis pas très bon dans mon diapo. Il est dans le cortège. On reviendra après sur les autres photos. Il est dans le cortège, donc c'est le monsieur juste devant le chapeau. Il y a le conseil, il y a fait ça, mais... Oui. Normalement. Mais c'est un peu derrière. On ne l'a pas agrandi, ça. Je ne l'ai pas agrandi. Je m'en excuse. On ne voit pas Madame Jaurès, mais elle est derrière, oui. Donc, Luce nous raconte que ses parents sont bouleversés par la nouvelle. Mais la plupart des gens du pays, ce que je vous ai tout à l'heure, fanatiques et ignorants, se méfiant des idées révolutionnaires, déformées à dessein par beaucoup hobereaux, voient dans la disparition de ce rouge, de cet athée, presque une punition du ciel. Je me souviens avoir vu, dans un douloureux étonnement, de braves gens, hier, encore heureux de serrer la main à Jaurès, hocher gravement la tête en apprenant que l'orateur était correspondant d'une gazette allemande. Il s'est interrogé. Qui sait
s'il n'y avait pas dans ce crime quelque histoire de trahison, d'espionnage. Et elle raconte, Luce, mon père combattait tout cela, il ne le supportait pas de l'entendre. C'était horrible. Comment on pouvait dire ça de quelqu'un à qui on était si fier d'aller serrer la main? Je vais faire une parenthèse. Tout à l'heure, je le disais avec Rémi. Il faut savoir que le territoire de Villefranche, bon, qui dépendait dans ce canton, Jean Jaurès n'a jamais été élu à Villefranche. Il ne s'est jamais présenté à Villefranche. Ça, c'est une question. C'est le maire d'Albi, le député de Franche. Oui, ça dépendait d'Albi. Mais il n'a d'ailleurs assez ami avec Jaurès. Mais il n'a jamais été candidat, alors que M. Bois, son beau-père, était lui conseiller d'arrondissement avant d'être sous-préfet. Il a été à la table du conseil municipal de Villefranche également. Donc voilà, je ne me suis pas perdu, je vais me retrouver. Non, pendant ce temps, donc pour échapper à l'ambiance qui était endeuillée et à cette maison qui était désespérément vide avec ce parc, et sans camarades de jeu, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde dans le village, tous les jeunes de son âge sont partis à la guerre. Ils ont été mobilisés. Et il est là, le pauvre Louis. Il est tout seul avec sa maman. Et un jour, il sollicite Martin, donc toujours ce petit métayer, petit chauffeur. Hein, il lui dit, il faut que j'ai une carabine. Je veux m'entraîner à faire la guerre. Je veux faire la guerre. J'ai pas le droit, en m'appelant Jaurès, de ne pas savoir faire la guerre. Il a 15 ans. On lui explique que c'est non. C'est hors de question qu'il aille faire la guerre. Mais il est timide, mais il n'est pas aussi timide que ça. Il revient à la charge, il explique à Martin qu'il veut une carabine. Alors Martin, il s'en va avec sa petite casquette entre les jambes et à la main droite, il dit Madame Jaurès, il faudrait que pour le petit moussu, c'est pour le petit monsieur, il me faudrait qu'il ait une carabine quand même en ces temps. Il faudrait qu'on ait une carabine, on n'a pas d'arme à dessouler. Madame Jaurès n'est pas trop d'accord, mais comme il insiste, elle ne peut pas toujours dire non. Elle lui dit d'accord. Dès le lendemain, Louis part avec M. Martin, le métayer, ils partent à Albi acheter une carabine. Et il revient avec cette carabine.